Bonjour, bienvenue sur le petit podcast. Je suis Jérémy, kinésithérapeute, passionné de pédiatrie et également jeune papa. Ce podcast est dédié aux parents et aux professionnels de santé souhaitant ouvrir leur esprit et ouvrir leurs connaissances face à la multitude de prises en charge qu'on peut retrouver chez nos tout-petits. Suivez-nous sur nos diverses pages Facebook, Instagram et TikTok. Partagez également nos versions longues sur YouTube et Spotify. On commence sans attendre ce nouveau podcast. Merci pour votre confiance et merci pour votre écoute. Bonjour, bienvenue à tous dans le petit podcast qui parle exclusivement de pédiatrie, médicale, paramédicale et médecine parallèle. Aujourd'hui, on a la chance de faire une interview avec plusieurs personnes. C'est la première fois que ça arrive avec autant de nombre dans le petit podcast. On a le groupe Mionamur, qui est un groupe pluridisciplinaire qui travaillent en cohésion autour de la myofonctionnelle. On va creuser un peu tout ça avec eux. Aujourd'hui, on a une partie du groupe, ils sont 4. On a d'une part le docteur Booth, Chloé, qui est ORL. Ensuite, Quentin Lerouit, kinésithérapeute. Laurence Hubot, dentiste. Et Camille Albert, logopède. Ils sont là tous les 4 pour essayer de nous répondre le plus efficacement possible sur ce qu'est la myofonctionnelle et ce que ça peut apporter aussi à vos tout-petits. On y va tout de suite. On commence avec, je ne sais plus qui commençait. C'est pas grave, on commence avec la première question qui est très simple finalement. C'est de vous présenter rapidement un à un, de me dire qui est qui. Bon, même si on se doute bien que Quentin est au milieu. Et puis d'une part, qu'est-ce que Mionamur? C'est quoi ce groupe Mionamur? Et comment vous vous êtes rencontrés? On commence avec toi, Chloé, si tu veux bien, pour te présenter. Moi, c'est Chloé Booth, ORL à Namur, à Sainte-Élisabeth en particulier. Et je pratique auprès des adultes et des enfants. J'ai une sensibilité particulière pour les enfants. Et depuis quelques années, en particulier pour tout ce qui est myofonctionnel. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Okay. Donc moi, c'est Quentin Lerouit, je suis kiné spécialisé en cervico-maxillofacial et en thérapie oromyofonctionnelle. Et maintenant, je fais exclusivement plus que ça, la maxillo et la myofonctionnelle. Ok. Alors, il y a plein de termes, je vois, myofonctionnels, bon, ça, on va l'aborder, mais aussi les termes médicaux. On va essayer de parler de façon à vulgariser un peu les choses. On va essayer de revenir sur les termes plus tard. Je t'en prie. Et donc... Oui. Alors, moi, c'est Laurence Hubot. Je suis dentiste à Profondeville, passionnée par la prévention. Voilà. D'accord. Donc moi, c'est Camille Albert, je suis logopède, formée à l'oromyofonctionnel également, et je travaille exclusivement en tant qu'indépendante ici à Templou, sur la région de Namur, et sur Ivoire, tout près de Dinan. Ok, et je crois qu'on peut quand même le dire qu'on est ici à Psyos dans ton cabinet finalement, parce que c'est quand même eux qui nous prêtent les locaux, donc il faut quand même la mentionner, merci à eux. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment s'est créé ce groupe Mionamur, comment votre collaboration est née? Ouais. Donc le groupe Mionamur, il est composé de nous 4, mais pas que, puisqu'il y en a qui sont pas là aujourd'hui. Mais du coup, dans le groupe, il y a aussi, j'espère n'oublier personne, vous m'aidez si jamais, mais un orthodontiste, c'est Isabelle Fabry. Il y a une hygiéniste bucco-dentaire qui travaille avec toi, Laurence, et d'autres dentistes de la région. C'est Sarah Paillet. Il y a une ostéopathe, Caroline André. Il y a une pédiatre, Stéphanie Jazienski. Une sage-femme aussi, Marie Baleine. Et Maxime Debièvre, qui est chirurgien maxillofacial. Okay. Et donc, on a créé ce groupe. C'est un groupe de réflexion, en fait, et on s'est rassemblés parce qu'on avait envie de... déjà de pouvoir partager autour de nos formations et de nos savoirs respectifs, de pouvoir redéfinir aussi le rôle de chacun dans le champ d'action de l'oromyofonctionnel pour pouvoir référer nos patients vers les collègues au meilleur moment possible en fonction de leurs besoins, de réfléchir aussi ensemble au meilleur trajet de soins finalement pour nos patients, même s'ils ont tous leurs particularités évidemment. Et on avait aussi envie... de pouvoir créer un réseau en fait sur Namur, un réseau avec des collègues qui étaient formés, sensibilisés dans les professionnels de la santé et de soutenir la communication entre nous. Ok. Alors j'entends myofonctionnel, ça semble très concret pour vous, mais personnellement je ne me rends pas bien compte de ce que c'est exactement. Est-ce que vous pouvez nous définir d'une part ce mot myofonctionnel et surtout nous parler de quoi il s'agit par rapport à nos enfants?
Alors oui, effectivement, pour être plus exact, moi je dirais plutôt oro-myofonctionnel. Et pour bien comprendre ce que c'est, je vais le découper. On va commencer par oro, qui concerne du coup la bouche, tout ce qui est buccal, la cavité buccale. Myo, le muscle, et fonctionnel, la fonction. Donc pour faire simple, on va rééduquer la fonction de la sphère buccale et les muscles de la sphère buccale. Au même titre qu'un patient qui a mal au dos, enfin moi je parle de moi en tant que kiné, on va analyser, on va essayer de comprendre au niveau musculaire, au niveau articulaire, on va le bilanter pour bien faire en sorte de le prendre en charge du mieux possible. On va faire la même chose pour des patients qui ont des soucis au niveau de ces sphères buccales et du coup, à l'aide d'un bilan, lui proposer la meilleure éducation possible. En gros, c'est ça le remyo-fonctionnel. Ok. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont finalement les signes que peuvent détecter les parents, les comportements aussi qui peuvent alerter les parents par rapport à ces troubles que vous expliquez au niveau de la sphère buccale. Je pense que Chloé allait se lancer Ouais. sur cette question. Oui, tout d'abord, c'est pas une maladie, donc c'est pas comme si c'était un syndrome, comme on pourrait imaginer un enfant syndromique ou autre. Mhm. C'est simplement un ensemble, en effet, de signes cliniques, une façon d'être, en fait, chez l'enfant qui peut, à terme, poser des soucis. Il y a plein d'enfants qui fonctionnent comme ça, plus ou moins bien. On connaît, je pense, dans notre entourage plus ou moins proche, tous des enfants qui ont en fait des troubles myofonctionnels, mais chez qui les parents trouvent que c'est des enfants qui fonctionnent très bien, hein, sans que ce soit des signes vraiment majeurs auxquels il faut Palier, quoi. pallier. Voilà. Mhm. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très commun dans la vie courante. Mhm. Donc, qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille au niveau comportement, par exemple? C'est des enfants qui vont être en général plutôt peut-être avoir l'air fatigué, donc avoir l'air fatigué, mais tout en étant un peu pile électrique. Ici, tout ce que je vais citer, c'est vraiment l'ensemble des signes. Un enfant ne va pas spécialement présenter tous les signes ensemble. Mhm. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect au niveau scolaire, il peut avoir des difficultés au niveau comportement, etc. Il y a le sommeil qui peut être perturbé aussi chez ces enfants-là. Au niveau plus visage, faciès, comme on dit, donc au niveau de la face, qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille? C'est un enfant qui va avoir ce qu'on appelle le faciès adénoïdien. Donc, long face, en anglais, on dit aussi long face, donc visage allongé, avec par exemple des grands yeux, un grand front, des pommettes effacées, une bouche ouverte, avec parfois des lèvres tout à fait gercées, parce qu'en fait, cet enfant respire souvent par la bouche. Ça, c'est au niveau comportemental quelque chose qui revient très fréquemment dans le milieu fonctionnel. Un enfant qui a tout le temps... je dis un enfant à chandelle, qui a tout le temps des chandelles au niveau nasal, voilà, qu'on a envie de moucher en permanence, le petit neveu qu'on voit et qu'on a tout le temps, à qui on a tout le temps envie de donner un mouchoir. Ça, c'est des signes évocateurs. Et alors, plus spécifiquement, au niveau buccal, etc., c'est des enfants qui vont souvent présenter des problèmes au niveau des dents, de l'occlusion, des caries. Globalement, je pense que j'ai fait le tour au niveau des signes. Ouais. Et moi, je vais juste cliniques. rebondir. Oui, cernés, du coup, et dans cette long face, des enfants palos, cernés, qui ont l'air fatigués. Vous écoutez le petit podcast. Mais concrètement, parce que, bon voilà, là, il y a plein de signes, mais donc ça mène à un trouble hormono-fonctionnel. Mais ça veut dire quoi, concrètement? C'est quoi le problème? Parce que le parent va voir, ah oui, mon enfant a ce visage que vous décrivez là. Ok, et c'est quoi le problème là derrière? C'est la question que j'ai envie de te poser. Et puis surtout, à quel âge on peut déterminer ces premiers signes? Ouais. Peut-être Mais Laurence? le problème, ce sera surtout au niveau des conséquences, en fait. Hein. Et donc ça, Laurence Ah, d'accord. va en parler. Oui, donc à quel âge? En fait, à tout âge, il n'y a pas vraiment d'âge parce que moi, en tant que dentiste, je reçois des patients pour la première fois vers 2 ans et demi, 3 ans, mais en tant que parent, en tant que professionnel de la santé de la petite enfance, déjà chez l'enfant, le jeune enfant, le bébé, le nourrisson, un nourrisson qui a du mal à s'alimenter, que ce soit par une mauvaise prise au sein, des difficultés à boire au biberon, un mauvais passage, un passage à l'alimentation solide qui est compliqué, un enfant ou un bébé qui est très tendu, qui est inconfortable, qui respire bruyamment jour et nuit, qui ronfle la nuit. Il y a pas d'âge pour observer ces signes. Déjà, même chez le bébé, il y a des signes qui peuvent alerter. Et donc, à quel âge référer et intervenir? À tout âge, dès que possible. Plus on va agir tôt et moins de complications on aura à gérer par la suite. Donc déjà, chez le bébé,
certaines sages-femmes peuvent aider à conseiller chez l'enfant, même déjà au niveau du passage à l'alimentation, les logopèdes peuvent tout à fait aussi conseiller. Il y a des logopèdes qui sont spécialisés dans les troubles alimentaires, donc il ne faut pas attendre 6-7 ans pour envoyer chez le logo pour des problèmes de dyslexie, de prononciation. Il y a déjà un travail à faire avant, que ce soit sur l'enfant ou même des conseils à donner aux parents. Ok. Envoyer chez le kiné s'il y a des problèmes de tension ou autre. Et il n'y a pas d'âge, même donc chez l'enfant et chez l'adulte. Il n'est pas trop tard non plus pour agir, en fait. Ok. Et Chloé, tu parlais tout à l'heure de respiration buccale. On n'a pas vraiment abordé le sujet. J'aurais aimé que tu nous expliques un peu pourquoi c'est un problème et c'est quoi les conséquences en fait de cette respiration buccale. C'est ça. Mais donc, le nez, on a un nez dans notre visage essentiellement pour respirer. Il est là pour ça, la bouche, elle est là plutôt en gros pour manger, pour parler. Mais le rôle du nez, c'est de respirer. Et donc, la fonction respiratoire est essentielle. Et le fait de respirer par le nez va permettre de mettre en place des fonctions normales par ailleurs, autres que la respiration. Donc, la mastication, par exemple, on parle de manger, etc. C'est compliqué. On a tous eu l'expérience qu'on a un gros rhume. Ben, voilà, on goûte déjà moins bien. Puis c'est difficile, on mange la bouche ouverte, etc. Donc, pour bien mastiquer, il faut avoir le nez bien dégagé. Plein d'autres fonctions comme le sommeil, quand on ne dort pas bien, quand on a le nez bouché. Donc, il y a plein de fonctions qui sont impactées par le fait de de ne pas ventiler par le nez, donc d'avoir une respiration plutôt buccale. Les enfants s'adaptent à ça. Donc, un enfant va très bien pouvoir vivre en respirant par la bouche, mais ça va avoir des conséquences sur d'autres plans que purement le plan respiratoire. Le nez, c'est un filtre. On a dans le nez des cornets, donc c'est comme des turbines, ça ressemble un peu à des petits doigts. Je dis toujours, c'est comme un petit doigt qui est posé de part et d'autre de la cloison nasale, qui filtre l'air, qui filtre les particules, qui retient déjà les microbes, qui réchauffe l'air aussi. Donc ça, c'est la fonction essentielle au niveau nasal. Mais de plus en plus, on se rend compte que le fait même de respirer par le nez développe le nez et les cavités nasales. Parce que le nez, on a tous en tête la pyramide nasale, le petit triangle qu'on a sur le visage. Mais il n'y a pas que le nez, la pyramide, il y a toutes les fosses nasales qui vont vraiment au centre du massif crânien, qui sont reliés avec les sinus paranasaux, donc les sinus maxillaires. On a une sinusite, on a des sinus derrière les pommettes qui sont tout à fait bouchées. Il y a d'autres sinus aussi qui sont des cavités de résonance à l'air, donc qui se développent en respirant par le nez. L'air va progressivement développer toutes ces structures. Il y a les sinus et il y a aussi, très important, le palais osseux. Donc la base de la fosse nasale, c'est en fait le plafond de la bouche, c'est le palais. Donc il y a un lien anatomique évident entre la bouche et le nez. Donc le fait de ventiler par le nez va développer, entre autres par l'action mécanique de la langue, des structures osseuses favorables au niveau crânien et massif facial. Et c'est pour ça, quand on parlait des signes cliniques, qu'un enfant qui respire tout le temps par la bouche, avec le temps, donc au début c'est très mignon, on a toujours, j'ai vu le podcast de Cathy Rigaud qui en parlait aussi, l'image de l'enfant qui respire la bouche ouverte, etc., le petit bébé qui dort la bouche ouverte, c'est très mignon au début, mais sur du long terme, si c'est quelque chose qui vraiment prend des proportions, ça peut avoir des conséquences néfastes. Voilà, ce qu'on trouve tous les professionnels un peu sensibilisés à ça, c'est trop dommage de passer à côté de choses qui, en fait, peuvent être prises en charge tôt pour éviter des conséquences plus tard. Ouais, Cathy Rigaud qui est d'accord avec vous, hein, ceci dit, qui tenait le même discours. Oui, tout à fait. J'aurais aimé, Laurence, que tu rebondisses en tant que dentiste sur ce qu'elle vient de nous dire. Quelles sont les répercussions finalement de cette respiration buccale sur la mâchoire, sur la dentition et sur la croissance faciale? Est-ce que toi, tu remarques une différence ou si finalement ça n'a pas beaucoup d'importance? Oui, tout à fait. Au niveau osseux, au niveau croissance et donc au niveau dentaire également, il faut savoir que le palais osseux est constitué donc chez l'enfant de 2 bases osseuses reliées par une suture qui est encore souple et malléable pour justement favoriser cette croissance. On est censé au repos avoir une respiration qui est nasale, bouche fermée, langue au palais. Et lorsqu'on a une respiration buccale, je dis bien chronique, pas juste un rhume de temps en temps, mais
Si on a la bouche ouverte ou même une bouche fermée, mais une langue qui ne monte pas bien au palais, le palais, du coup, ne se développe pas de manière horizontale comme il le faudrait. On se retrouve avec un palais qui est étroit. Si le palais est étroit, on n'a pas assez de place pour les dents. Les dents arrivent, les dents définitives. On se retrouve avec des chevauchements, des dents qui sont mal positionnées, une mauvaise occlusion aussi. Et comme Chloé le disait, là, on parle d'un point de vue dentaire, mais au-dessus du palais, ce sont les fosses nasales. Donc, le palais ne grandit pas bien. On a un manque de place pour les dents. On a des fosses nasales qui sont trop étroites, une déviation de la cloison nasale. Donc, ça va avoir un impact sur la place au niveau palais, au niveau dentaire, un impact sur le visage, donc allongé, menton en retrait, pommettes effacées, etc. Donc oui, d'un point de vue osseux, on le voit, c'est visible. D'un point de vue fonctionnel aussi, parce que le palais n'est pas assez grand pour accueillir la langue, donc c'est un cercle vicieux. D'un point de vue même dentaire, parce qu'on parle des structures, mais d'un point de vue dentaire, on est censé avoir la bouche fermée. En fait, la salive a un rôle protecteur au niveau dentaire et gencive. Donc, si on a une bouche tout le temps ouverte, on a une bouche qui est sèche, on a un terrain plus propice aux caries, aux gingivites, aux problèmes de gencive. Donc, ça va avoir un impact sur beaucoup de choses. C'est pas anodin. Ok. Vous écoutez le petit podcast. On a parlé avec l'ORL et la dentiste sur vraiment le local. On va un peu partir sur les autres fonctions, le lien avec les autres fonctions. Je vais me tourner vers Quentin, le kiné de la bande. Quelles sont les causes les plus fréquentes de ces troubles par rapport à la succion prolongée, les freins restrictifs, les allergies, les postures? C'est quoi un peu les causes de ces problèmes oromyofonctionnels? Alors, je vais vite revenir sur ma définition de tout à l'heure, parce que j'ai oublié un point important. En fait, cette rééducation oromyofonctionnelle, elle s'articule autour de 4 grands axes dont on a déjà parlé, hein. Il y a la mastication, la respiration, la phonation, donc la parole, et la déglutition. Donc, c'est un peu les 4 points sur lesquels on va faire le plus attention sur notre rééducation. Donc, maintenant, je vais revenir sur ta question, sur les causes. Bon, Cathy Rigaud l'a déjà dit très bien dans son podcast, mais je pense que c'est très important de taper sur le clou. Et avant de commencer, je voulais dire aussi, parce que ça aussi c'est important, que j'incrimine aucun parent, aucune maman, aucun papa. On fait tous comme on peut. Je suis bien placé. On est tous bien placés, on a tous des enfants pour le savoir. Les débuts de la parentalité, c'est compliqué, mais on est là pour donner des conseils et faire en sorte que tout le monde puisse faire au mieux dans son quotidien. Donc, le grand ennemi un peu de l'oromyofonctionnel, c'est la tétine dans un premier temps, hein. La tétine, tout le monde sait ce que c'est évidemment. Ça rassure les patients, ça rassure les parents, pardon, ça nous permet souvent de mieux dormir. Mais quels sont en fait, comme l'a très bien dit Chloé et Laurence également, qu'est-ce qu'on veut? C'est l'ouverture du palais. C'est que notre langue vienne se placer sur notre palais et faire en sorte qu'on ait une ouverture au niveau du palais, une ouverture au niveau des narines. Donc cette tétine, elle va se positionner entre la langue et le palais. Et évidemment, comment la langue va trouver son chemin s'il y a une interface entre les deux. Donc, comment faire? Dans un premier temps, nous, ce qu'on conseille, c'est de donner la tétine la plus petite possible, hein, premier âge, au bébé, et la garder jusqu'à la fin du port de la tétine. Parce que ça n'a aucun intérêt d'aller chercher des tétines 6 mois, 1 an, 2 ans, etc., puisqu'elles vont devenir de plus en plus grosses, prendre de plus en plus de place dans la bouche. La tétine, évidemment, on la change, on ne garde pas la même de la maternité jusqu'à la fin du port de la tétine. Aussi, idéalement, le mieux, c'est d'arrêter la tétine autour des 1 an. Le bébé n'est pas encore complètement accro. C'est plus facile pour les parents, cette séparation entre la tétine et le bébé. Ils n'ont pas l'air sûrs, là. Si possible. On est plus parents. Oui. Mais le mieux, voilà. Au moins, c'est entre guillemets plus simple. Après, entre 2 ans et demi et 3 ans, c'est vraiment là qu'il faut d'office arrêter au niveau de la tétine, parce qu'on aura déjà des déformations au niveau de la dentition, mais on a encore un palais très malléable, et du coup, c'est le moment où il faut vraiment arrêter. Après 3 ans, on arrête la tétine définitivement, c'est sûr et certain. On trouve toutes les astuces qu'on veut, la fée des tétines, Saint-Nicolas, le Père Noël, la grand-mère, j'en sais rien, mais arrêter la tétine. Un autre facteur, c'est le biberon. Je ne vais pas m'étendre non plus énormément dessus, mais le biberon, l'idéal reste l'allaitement.
Bon, moi, je suis un homme, je vais pas commencer à dire aux femmes ce qu'elles doivent faire, mais c'est sûr que l'idéal, ça va rester l'allaitement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la structure du mamelon est faite de façon à ce que en fait, le bébé, lorsqu'il va être allaité, il va avoir ce mouvement de succion au niveau de la langue qui va le forcer à positionner sa langue correctement, ventouser sa langue au palais et faire travailler sa langue comme il faut. Tandis qu'un biberon, ben, ça coule tout seul. Il y a des biberons, soi-disant, qui imitent le mamelon de la maman. Il faut très bien choisir le modèle. Il y a beaucoup de modèles différents. On est toujours un peu perdu en tant que parent. Donc l'idéal reste allaitement. Après, en fonction, on s'adapte. Quoi d'autre? Il y a aussi, bon, je reviens sur ces 4 grands axes, donc respiration, mastication. La mastication, super important. Notre mâchoire, elle est faite pour mâcher. Donc n'ayez pas peur de donner des morceaux à vos enfants. Dès 8-9 mois, on peut commencer à donner des petits morceaux, des légumes cuits vapeur, découpés en morceaux, pour apprendre justement à utiliser cette mâchoire. L'agro-industrie a tout transformé en purée. On a des yaourts, on a des pommes-potes, on a la nourriture pour bébé en pot qui est complètement mixée, il n'y a plus aucun morceau là-dedans. Donc ce qu'on veut, c'est que le bébé apprenne aussi à mastiquer, à utiliser sa mâchoire. Alors le fameux frein de langue, parce que tu l'évoques, moi je vais pas trop m'étendre sur ce débat. Premièrement parce que je suis kiné, c'est pas moi qui décide si on coupe un frein ou non. Je peux diriger le bilan autour du frein de langue, je peux donner mon avis à Laurence, à Chloé également, qui sont ORL ou dentistes, ou bien un chirurgien maxillofacial comme Maxime Duyef, qui eux prendront la décision ou non de couper le frein. Mais pour moi c'est vraiment du bon sens. Je devais donner à mon avis à moi en tant que kiné maxillo, mais un frein trop court va évidemment empêcher la langue de se positionner correctement contre le palais. On doit faire un bilan. C'est pas un parent ou quelqu'un de la famille qui va vous dire le frein est trop court, il faut le couper. Non, il faut quand même qu'un professionnel fasse le point sur le sujet et que ce soit analysé, bilanté pour dire si c'est le cas ou non. Et donc, en fonction, on va proposer une intervention, une frénectomie. Mais voilà, il y a des freins courts chez certains enfants qui ont un frein court, qui vont quand même avoir un bon développement au niveau de la mâchoire, qui vont quand même s'adapter, avoir une respiration nasale. Donc voilà, tout dépend du patient, évidemment. C'est le principe de toutes les prises en charge. On s'adapte au patient. Enfin, concernant les allergies et la posture, pour moi, c'est pas vraiment des causes, c'est plutôt les conséquences des troubles rhuméofonctionnels. On y reviendra, je pense, par la suite. Ok, merci. En tout cas, c'était très clair et bien complet. Camille, je me tourne cette fois vers toi. Tu peux prendre le bâton de parole. Dans ton travail de logopède, c'est quel trouble que tu observes le plus souvent chez les enfants que tu accompagnes par rapport à cette sphère oromyofonctionnelle? Du coup, il y a différents types de patients qui arrivent en logopédie. Il y a les patients qui sont envoyés dans le cadre du traitement orthodontique, parce que du coup, il y a eu des problèmes et qui sont en cours de traitement, ou voire qui l'ont terminé. Et donc, ces patients-là, ils sont concernés par ce qu'on dit souvent, c'est un placement de langue inadéquat. C'est-à-dire que cette langue vient pousser et pulser contre les dents lorsque le patient déglutit, lorsqu'il avale ou lorsqu'il articule certains sons de la parole, parfois même lorsque la langue est au repos, qu'elle ne parle pas et qu'elle ne mange pas. Et donc, ça vient déformer les dents, ce que l'orthodontiste est en train de corriger ou qu'il a fini de corriger. Et donc, le but, c'est d'éviter la récidive et de pouvoir corriger la fonction de cette langue pendant le traitement pour que le traitement orthodontique se passe au mieux. Il y a aussi des petits patients qui arrivent, nous, on est logopèdes, donc on est fort connus pour le langage oral, pour l'articulation et la parole. Et donc, il y a tous ces petits patients qui arrivent avec un trouble articulatoire, certains sons qu'ils ont du mal à prononcer. C'est pas toujours des patients qui sont concernés par un trouble oromyofonctionnel, mais ça arrive quand même. Parfois, c'est vraiment la pointe de l'iceberg de cette ventilation buccale, de cette mastication compliquée, etc., dont on a parlé avant. Et donc, voilà, c'est une ventilation qu'on a à rééduquer avec eux. La ventilation nasale, c'est cette mastication qu'on a aussi à retonifier, à remettre en route. Et puis, il y a quand même de plus en plus de petits patients qui arrivent chez nous parce que le pédodontiste a observé des fonctions qui sont altérées. Donc, par fonction, je répète, mais donc il y a la ventilation, la respiration qu'on attend nasale par le nez et pas buccale, la mastication, la déglutition et l'articulation. Et donc, ils nous les envoient en première intention. Et ça, vraiment, c'est génial parce qu'on est souvent dans une période hyper intéressante. Entre 2 ans et 6 ans, c'est une période où, on le disait tantôt, le palais est encore super malléable et la croissance maxillofaciale est vraiment en plein essor. Et donc, si nous, en tant que logopèdes et d'autres collègues également, on peut intervenir sur les fonctions à ce moment-là, ça nous permet de garder le potentiel de croissance du patient le meilleur possible et de vraiment
guider cette croissance avant d'aller sur d'autres outils en orthodontie ou en chirurgie L'intérêt maxillofaciale. de le détecter tôt. Tout à fait. Vous écoutez le petit podcast. Je me retourne vers Quentin de nouveau, qui est kiné, je le rappelle, parce que j'aurais aimé avoir le parallèle entre la logopédie et la prise en charge kiné. Qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que maxillo, pour l'intervention de la rééducation de ces problèmes de respiration, la mastication et la posture, parce que parfois on a du mal à voir la charnière qu'il y a entre, enfin la nuance, pardon, qu'il y a entre la logo et la kiné. Vous êtes tous les deux dans le même groupe, et donc j'imagine qu'il y a des fonctions différentes. Alors oui, c'est sûr que nos deux notre travail commun se complète. Moi, en tant que kiné, c'est sûr que je vais peut-être plus axer mon travail sur l'articulaire, le musculaire. Notamment on va commencer dans l'ordre par rapport à ta question, mais concernant la respiration, je pense qu'autant moi en tant que kiné que Camille en tant que logopède va travailler dessus. Mais voilà, parfois on a certaines choses comme par exemple la déglutition, où moi je suis moins à l'aise, j'ai peut-être en parler à une logopède. Camille qui est moins axée au niveau musculaire, a peut-être ressenti des tensions au niveau de la mâchoire, au niveau de la nuque, va peut-être la renvoyer chez moi et inversement. Voilà, on se complète comme ça, mais je peux très bien prendre un patient en charge du début à la fin et Camille également. Mais voilà, en gros, comment on peut se compléter en tant que kiné et logo. Au niveau de la respiration, Chloé l'a très bien dit, il faut réapprendre aux patients à respirer par le nez. Mais bon, c'est facile à dire, mais comment on fait quand on a respiré toute sa vie par le nez, tout d'un coup, on va dire Par la bouche. par la bouche, pardon. Ouais. On va dire un garçon qui a peut-être 6-7 ans, maintenant il faut que tu respires ça retourner. Ok, super, mais comment je fais? Donc, première chose, on part de langue au palais. Si votre langue est au palais, vous le verrez vous-même, vous ne savez pas respirer par la bouche parce qu'elle est positionnée en haut et du coup, c'est bouché. Donc, première chose, réapprendre au patient à positionner sa langue correctement contre le palais, à moucher son nez aussi, parce qu'un nez bouché, par définition, il est bouché, donc on ne sait pas respirer par le nez. Donc ça, le mouchage, c'est extrêmement important à expliquer aux parents dans un premier temps, ensuite l'expliquer aussi aux enfants, bien sûr, parce qu'on travaille en collaboration entre parents, enfants et thérapeutes. Pour le mouchage, il y a plusieurs façons de faire, les fameuses petites fioles de liquide physiologique, les seringues avec le bout en silicone, il y a aussi le rhinohorn, qui est une espèce de corne en plastique qu'on verse en fait dans une narine et qui va laver toute cette sphère ORL, pour moi qui est beaucoup plus complet, parce que si on fait juste un spray de Sterimar, on va pas avoir un effet de lavage complètement intéressant. Enfin bon, voilà. Je vais pas m'étendre sur le mouchage, c'est quand même, par contre, c'est quand même très important d'en discuter avec les parents lors de la première séance kiné au logo. Après, tu me parlais de... Non, moi, ce qui Ah oui, m'intéresse, dis-moi. qu'est-ce que tu vas faire en séance kiné pour les prises en charge? Donc, première chose, je disais, apprendre à positionner la langue correctement avec des travails qu'on appelle proprioceptifs, c'est-à-dire on va faire sentir au petit patient comment positionner sa langue en haut à l'aide de matériel, par exemple avec un petit bonbon qu'on y met sur le sommet de la langue, qu'on va coller contre le palais pour qu'il ressente cette position de langue au palais, parce que au niveau proprioceptif, donc la proprioception, c'est quoi? C'est vraiment de sentir un membre, une articulation dans l'espace, les yeux fermés. N'importe qui sait si sa main est ouverte ou fermée quand il ferme les yeux. Mais c'est ce sentiment-là, cette proprioception qui va m'aider à ressentir cela. Qu'on a beaucoup moins au niveau de la bouche. Et nous, en tant que kiné, on va vraiment articuler notre travail autour de ça. Une fois que la position de la langue est bonne, on va aussi proposer un autre travail, mais au niveau plus de la respiration nasale. Par exemple, si je te demande de prendre un bonbon à la menthe et de respirer par ton nez, tu vas le sentir beaucoup plus, puisque la menthe va passer à travers les narines. Ça, si c'est un travail proprioceptif, ça va permettre au patient de sentir qu'effectivement, il respire par le nez et pas par la bouche. Donc, c'est tout des petits exercices. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà des exemples d'exercices qu'on peut proposer au patient pour travailler sur sa respiration. Super. Tu me parlais peut-être aussi, juste, j'aurais voulu avoir un petit mot sur la posture, l'impact de la posture sur cette respiration buccale et nasale. Est-ce que pour toi, c'est important d'aussi mentionner le fait que ça peut avoir un impact sur la posture globale du patient? Alors, chez un tout petit patient de 3-4 ans, ça va pas être le facteur principal. On a cette histoire de faciès adénoïdien dont on a parlé tout à l'heure, où effectivement la rééducation va permettre justement de réharmoniser le visage, faire en sorte que l'enfant ferme sa bouche, récupère un sommeil de qualité.
Mais chez un patient plus âgé, un adolescent, un adulte, ça va beaucoup plus se marquer au niveau de la posture parce que par définition, un enfant qui a une personne qui a une respiration buccale va avoir un sommeil de moins bonne qualité. On y reviendra tout à l'heure. Mais du coup, une personne fatiguée va avoir entre guillemets une posture fatiguée. Même quand on est fatigué, on va pas se tenir bien droit, bien net, tandis qu'on va plutôt s'enrouler sur nous-mêmes, on va s'avachir un petit peu. Ça va être le même problème sur le long terme, cette posture d'enroulement des épaules, de propulsion de la tête vers l'avant, enroulement du rachis. On peut aussi travailler au niveau des muscles profonds, au niveau du rachis, pour essayer de redresser. Quand c'est intéressant chez un petit enfant de 3-4 ans, on va pas s'attarder là-dessus. On va rester sur les 4 fonctions dont on a parlé tout à l'heure. Ok. On va revenir un instant sur Camille, si tu veux bien. C'est quoi, toi, ton bilan, ton évaluation myofonctionnelle en logopédie? Parce qu'on parlait, il faut bilanter, mais on fait quoi concrètement? Alors, du coup, ça prend quand même environ 1 heure, un bilan Alors, si tu peux myofonctionnel. nous faire un résumé, qu'on parle pas 1 Ça heure de marche. bilan myo. Donc, ce qu'on a d'abord, c'est une grosse anamnèse. Une anamnèse, du coup, c'est le moment où on pose énormément de questions. On essaie vraiment de comprendre le fonctionnement de notre patient. On cherche aussi tous les facteurs qui ont favorisé les dysfonctions. Je pense par exemple à des allergies qui entraînent des rhinites allergiques chroniques. Et donc voilà, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que le patient qui est devant nous avec ses fonctions altérées en est arrivé là et depuis quand est-ce que ces dysfonctions sont présentes. Donc on pose vraiment beaucoup de questions, on cherche, on creuse pour avoir une compréhension assez globale. Et puis après, on va faire du coup un examen buccal. On regarde dans la bouche de notre patient. On essaye de voir comment est cette bouche, comment est-ce qu'elle a grandi en fonction de l'âge du patient. On reparlait du palais tantôt, des structures. Tout ça, ça nous donne des informations sur comment a fonctionné la langue jusqu'à maintenant. On va aussi aller observer les amygdales à l'arrière pour pouvoir référer à des collègues dont c'est pleinement le champ de compétences quand il y a des choses qui nous interpellent. Observer la mobilité de la langue, comment est-ce qu'elle bouge dans toutes les directions, etc. Et puis, on va évaluer chacune des fonctions. Et là, de nouveau, c'est beaucoup d'observations qu'on affine avec certaines questions à certains moments. La mastication, on va demander à notre patient de manger lors de ce bilan où on demande de venir avec une petite vidéo de moment de repas, voir comment est-ce qu'il mastique, comment est-ce qu'il déglutit, etc. Donc ça, c'est vraiment l'évaluation de chaque fonction. Et puis, on en arrive du coup aux conclusions. Et les conclusions, pour moi, c'est vraiment un moment précieux parce que c'est le moment où on va donner plein d'informations au patient. Pour moi, c'est vraiment super important que le patient il comprenne quelles sont ses fonctions, comment est-ce qu'elles interagissent entre elles. Si cette ventilation est buccale, elle entraîne une langue qui n'est pas au palais, elle entraîne du coup au niveau musculaire une petite hypotonie qui va peut-être l'embêter pour la mastication, etc. Et puis pour l'articulation des sons, la déglutition. Donc lui expliquer tout ça. Lui expliquer le rôle de chacun, parce que c'est aussi parfois le moment où on a besoin de partager au patient que ça nous semble pertinent de le renvoyer vers un collègue en pluridisciplinarité, et donc de lui expliquer pourquoi, quel va être le rôle de ce collègue aussi. De pouvoir donner ces informations au patient, je trouve que c'est aussi le responsabiliser, qu'il comprenne aussi l'ensemble dans sa globalité et qu'il puisse se sentir acteur et responsable de sa rééducation. Ok. Quentin, il y a des choses que tu ajouterais toi par rapport à un bilan kiné? Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, te sautent aux yeux en disant ah purée, moi j'ajouterais peut-être ça ou ça en termes de prise en charge kiné? Je vais revenir sur. Tu parlais de la posture tout à l'heure. C'est vrai que du coup, chez un adolescent, un adulte, un sommeil de mauvaise qualité se traduit par une fatigue chronique importante. J'ai un enfant plus jeune, je pense que Chloé l'a évoqué tout à l'heure, on va avoir des enfants qui sont beaucoup plus énergiques, plus excités, avec une hypertonicité assez importante parce qu'ils sont fatigués. Et ils le manifestent comme ça. Et parfois, il peut être considéré à tort comme un enfant TDAH, alors qu'en fait, la vraie source du problème vient du sommeil, de ce mauvais sommeil dû à tout ce qu'on a parlé depuis le début. Donc ces enfants qui sont très toniques, très intenses pendant la journée, vont présenter parfois une hypertonicité au niveau de la sphère maxillofaciale et au niveau de la sphère cervicale.
Donc, quand ça se marque dans le bilan, c'est clair que je vais aller regarder à ce niveau-là. Je vais aller voir en intrabuccal, donc dans la bouche, s'il y a des tensions au niveau de la mâchoire, en extrabuccal également, et au niveau de la nuque. C'est pourquoi pas au niveau thoracique, donc je veux dire les vertèbres qui sont au niveau entre les omoplates, pour voir si on a des grosses tensions musculaires et aider ces enfants aussi à se relâcher, à leur faire comprendre qu'ils peuvent aussi avoir une souplesse plus globale et beaucoup plus confortable pour eux, puisqu'ils sont toujours en tension tout au long de la journée. Donc moi, c'est vrai que d'un point de vue kiné, j'ajouterais peut-être ça, que les logos vont peut-être moins faire que moi. Ok. Alors, je me tourne vers toi, Laurence. Alors, pour toi, quelles peuvent être les conséquences d'une non prise en charge, surtout au niveau du sommeil? Alors, au niveau du sommeil, donc c'est plus par exemple la respiration. Quand on est au repos, comme on l'a dit, la bouche doit être fermée, la langue doit être contre le palais, ce qui permet, lorsqu'on est couché, d'avoir un dégagement des voies respiratoires supérieures. Si la langue est ouverte lorsqu'on dort, la bouche est ouverte lorsqu'on dort, la langue a tendance à retomber dans l'arrière-gorge, à bloquer les voies respiratoires. Donc, soit on a une obstruction complète, on parle d'apnée du sommeil, l'air ne passe plus du tout, ou une obstruction partielle, donc hypopnée, mais dans tous les cas, on a une diminution de l'oxygénation. Donc, le corps, par réflexe, va avoir tendance à se réveiller. Donc, on parle de micro-éveil. Micro-éveil, on ne s'en rend pas toujours compte. Donc, parfois, le patient, on lui demande « Vous dormez bien ?» « Oui, je dors plutôt bien. » Mais en fait, les micro-éveils, on ne s'en rappelle pas le matin. C'est de la Mais fatigue, finalement. oui, à chaque fois qu'on manque d'oxygène, le corps se réveille pour qu'on puisse se réoxygéner. Et donc, on n'a pas le temps de rentrer dans des phases de sommeil profondes, paradoxales, ou des phases de sommeil qui sont réparatrices. Et du coup, on a des patients, bébés, enfants ou adultes, qui ont des fatigues chroniques. Donc, c'est super important d'avoir une respiration, encore une fois, nasale, une langue au palais, même lorsqu'on dort. Pas seulement la journée. Mais... Eh ben, merci. Je t'en prie. Vous écoutez le petit podcast. En tout cas, c'est chouette parce qu'on voit un peu toutes les sphères, l'importance de votre présence. C'est dommage qu'on n'ait pas tout le monde, mais bon, c'est déjà pas mal. Chloé, j'aurais envie de te demander, est-ce que les enfants qui présentent ces troubles ont besoin forcément de toute l'attention de l'entièreté des rôles pluridisciplinaires que vous avez dans votre équipe, ou ça nécessite peut-être un rendez-vous là et un relais, mais pas forcément tout le monde? L'entrée, en fait, dans le myofonctionnel, au début, les parents, ils sont un peu perdus, ils savent pas ce que ça veut dire, dépend fort de qui ils ont vu en premier. Puisque parfois, c'est le dentiste qui en parle la première fois, parfois, c'est l'instituteur, parfois, c'est les logos, parfois, c'est les médecins. Donc, ça dépend très fort. Maintenant, comme ORL, ça me paraît nécessaire, en tout cas, que l'ORL soit impliqué, parce qu'on n'en a pas encore tellement parlé. Enfin, on a un peu parlé des amygdales, etc., mais... bien entendu, chez l'enfant en particulier, entre 2 et 6 ans, une des causes principales de tous ces troubles, c'est un problème d'amygdale et de végétation. C'est des enfants qui ont des grosses amygdales, des grosses végétations, et qui, à cause de ça, ne respirent pas bien par le nez. Puisque les végétations, les amygdales, tout le monde sait où ça se trouve à l'arrière de la bouche, c'est les boules plus ou moins grosses qu'on voit à l'arrière de la gorge. Les végétations, ça se trouve vraiment à l'arrière des fosses nasales, c'est entre le nez et le pharynx, donc l'arrière du nez. Et c'est des structures que tous les enfants ont, mais qui peuvent parfois prendre beaucoup de place. Donc, on va dire que c'est comme un tuyau. On va imaginer que c'est un tuyau qui est obstrué par un bouchon qui peut être tout à fait partiel, qui peut faire 20%, qui peut faire 50%, ou qui peut obstruer jusqu'à 95%. Et c'est sûr qu'un enfant qui a 95% de bouchon dans l'arrière de son nez, on peut lui dire, la logopède peut lui dire avec plein de bonne volonté, l'enfant peut être plein de bonne volonté, il faut que je respire par le nez, etc. Ça ne va pas fonctionner, ou ça ne va pas bien fonctionner, il va se crisper, il va être hyper tendu parce qu'il doit tout le temps forcer, donc ce n'est pas une bonne prise en charge. Donc, en tout cas, au niveau ORL, il faut un bilan et un bilan complet pour aller voir en particulier ces végétations, mais d'autres choses aussi, des signes de reflux. C'est vraiment un domaine très, très vaste, donc c'est vrai qu'en 1 heure, c'est pas évident de parler de tout. Mais pour les prises en charge autres, les prises en charge autres, ça dépend très fort, comme on a dit, de quelles sont les conséquences finalement de ce trouble myofonctionnel. Si c'est un enfant qui a vraiment... Et parfois, c'est discret, parce qu'on a en tête ce tableau, enfin en tout cas, nous, on a en tête, je ne sais pas si les parents et d'autres professionnels ont en tête, ce tableau clinique complet.
on va rarement jusque-là, heureusement, mais ça peut être des petites choses isolées. Donc, si c'est juste un enfant, en fait, qui articule pas bien du tout parce que sa langue va pas au bon endroit et qu'à cause de ça, ça bouge ses dents, ben, ma foi, s'il a une bonne prise en charge logo, je pense que ça pourrait être suffisant. C'est pas dit qu'il va développer des tensions, qu'il devra être vu en kiné. Souvent, il est suivi en dentisterie aussi, alors, du coup, s'il a un problème d'occlusion. Mais donc, c'est difficile de répondre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que donc, toi, tu seras un peu l'ORL. Va être un peu la plaque tournante de renvoyer chez qui doit aller chez qui. Enfin, ça peut être en tout cas détecté par 36 personnes qui vont côtoyer l'enfant, notamment les gens qui nous écoutent parce qu'ils auront eu les petits critères, mais également les professionnels de santé qui les voient hors contexte MIO et qui doivent alors renvoyer chez l'ORL qui, lui, va déterminer ce serait bien peut-être aller voir le dentiste, le kiné, la logo ou autre. Oui, mais c'est ça aussi l'essence de Mio-Namur, en fait. C'est que chaque professionnel, à son niveau, puisse se dire, tiens, là, ça dépasse un peu ma zone de compétence, et si je veux que cet enfant soit pris en charge vraiment de façon optimale, c'est peut-être un enfant que je vais devoir envoyer chez l'orthodontiste, par exemple, parce que moi, je peux lui rétablir une bonne ventilation nasale en enlevant ses végétations. Il faut être sûr qu'il respire par le nez, parce que comme on a dit, un enfant qui n'a jamais respiré par le nez, il peut être opéré. Il y a des parents qui disent non, mais on ne comprend pas, en fait, il y a 3 ans, il a été opéré, on a enlevé ses végétations, et malgré ça, maintenant, vous nous dites qu'il ne respire pas par le nez. Oui, parce que la fonction n'est pas rétablie. Donc, il faut que l'ORL, en l'occurrence, soit sensibilisé au fait que c'est pas parce qu'il a opéré que tout va rouler comme on veut. Il faut un suivi. Et ça, chacun à son niveau. L'orthodontiste, s'il fait un traitement hyper complet pendant 3 ans avec des plaquettes et tout ça, mais qu'en fait, il s'intéresse pas à la cause, je pense que quelques années plus tard, tout aura rebougé. Et donc, c'est des parents qui vont revenir à 17 ans avec leur enfant en disant on comprend pas, il a déjà eu 3 ans d'appareil et en fait, là, on a l'impression qu'on n'a rien fait. On a fait, mais le problème, c'est qu'on n'a pas réparé la cause, quoi. Et donc oui, souvent, c'est quand même interdisciplinaire, on va dire, mais c'est pas absolument vrai. Il faut pas tomber dans l'excès non plus de voir un enfant et de l'envoyer chez les 8 ou 9 intervenants, parce que c'est déjà chronophage. Ça demande quand même des ressources, même financières, de temps financières, etc. Pour des enfants, je le répète par rapport à ce que j'ai dit au début, fonctionnent parfois très bien. Enfin, il y a des parents, son enfant déjà... Je parle pour moi et pour les autres, mais son enfant, c'est toujours déjà le plus beau et le plus intelligent. Non, j'exagère. Mais... Donc, si cet enfant fonctionne pas mal, c'est compliqué d'aller dire... Enfin, s'il n'y a pas de gros soucis derrière, parce qu'on se devine que les soucis viendront plus tard, mais si pour l'instant, il va bien... Voilà, il ne faut pas non plus mettre la corde autour du cou des gens. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois, on a des parents qui arrivent affolés... On me demande d'aller voir un kiné, un orthodontiste, une logo je sais pas, un ostéopathe. Mais moi, je travaille, mes enfants vont à l'école. Enfin, je vois pas trop quand je vais faire ça. Et donc, c'est l'intérêt d'être sensibilisé et de pouvoir mettre des priorités. De bien rediriger. De prioriser et de rediriger. Et rediriger aussi aux bonnes personnes, parce qu'il y a des kinés qui ne font pas du tout de myofonctionnel, il y a des logos qui n'en font pas du tout. Il y a des ORL qui font pas beaucoup de pédiatrie. Et donc... D'où l'intérêt de réseau. Eh bien, merci Chloé, c'était très clair en tout cas. Est-ce qu'on peut maintenant se tourner vers Camille pour nous expliquer comment tu fais pour garder la motivation des patients, parce que je sais que la myofonctionnelle, ça demande d'une part beaucoup d'investissement du patient à domicile aussi pour les exercices, mais comme disait Chloé aussi, parfois plusieurs rendez-vous chez différents professionnels. Comment vous faites pour garder la motivation de ces patients qui sont parfois des ados ou des pré-ados, si je comprends bien? Donc, si tout ce travail d'information et du pourquoi ce qui vient en rééducation a été fait, je trouve que c'est déjà la plus grosse partie de la motivation du patient, c'est de comprendre pourquoi il est là et qu'il sache à quoi ça va servir. Et puis, dans le travail de rééducation, les exercices, les missions, les bonnes pratiques qu'on leur demande de faire, c'est important de leur expliquer le pourquoi, à quoi ça va servir. Et moi, j'aime bien les aider au transfert de mon cabinet jusqu'à chez eux et de réfléchir, concrètement, dans le pratico-pratique, dans le quotidien qui est déjà bien rempli et bien surchargé en général, on va pas se mentir, à quel moment est-ce qu'on pourrait faire ça, à quelle routine est-ce qu'on pourrait le raccrocher pour que ça allège la charge mentale, parce qu'en fait, c'est en général pas des choses extrêmement compliquées ou qui prennent du temps en tant que telles, mais c'est des choses qui doivent être surveillées, qui doivent être observées et qui doivent être répétées et entraînées dans le quotidien.
Et donc, pour donner un exemple, pour que ce soit plus concret pour ceux qui nous écoutent, si c'est, par exemple, je rebondis sur le mouchage dont on a parlé tout à l'heure, ok, à quel moment est-ce qu'on peut mettre ce mouchage en place de façon un peu systématique au début? Moi, j'aime bien le systématiser, notamment avant le repas, au moment où on se réveille le matin et avant d'aller dormir le soir, pour essayer que le nez soit bien libre avant d'aller dormir. Voilà, est-ce qu'en rentrant à la maison, on peut directement mettre les boîtes de mouchoirs au bon endroit, mettre un petit post-it, une petite affiche, si oui, à quel endroit est-ce qu'on va la coller en rentrant? Et c'est voilà, de faire ce lien aussi entre notre éducation et la maison pour que tout soit mis en place dans le quotidien, pour que ça se déroule de la façon la plus fluide et la moins coûteuse en énergie pour notre patient. Quentin, dans la kiné, tu veux ajouter quelque chose? Comment tu fais pour motiver tes petits patients pour leurs exercices? Je rejoins totalement Camille sur un point, et je pense que ça, c'était le cas pour tout ce qui est médical et paramédical. Il faut expliquer. Parce qu'il faut comprendre. Quand un patient comprend, déjà, on a une partie de la rééducation qui est faite, parce qu'il sait pourquoi il le fait. S'il ne comprend pas pourquoi il fait des exercices tous les jours, à quel moment il va être motivé de les faire? Si c'est un enfant qui est plus jeune, on l'explique aux parents, et le parent va se rendre compte de l'importance, il va transmettre cette motivation à l'enfant, que pareil, si le parent n'a pas compris, il va avoir la flemme de faire les exercices à son enfant. Donc pour ça, moi j'ai des vidéos, j'ai des dessins, des schémas, j'explique tout du début à la fin, peu importe l'âge, il faut qu'on comprenne. Et ça, le nombre de patients qui reviennent pour n'importe quoi, de chez le médecin, qui n'ont rien compris, ils ont une pathologie, des symptômes, et c'est tout. Le reste, ils savent pas ce qui se passe. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un point méga important, il faut comprendre. Ensuite, merci l'IA, il faut des illustrations, des petites fiches d'exercices ludiques, des petites vidéos marrantes, des blagues. Il faut trouver des petites astuces pour motiver nos patients à les faire à la maison. Ils repartent avec leurs fiches, il y a des dessins, c'est rigolo, ou bien on remplit des cases quand c'est fait. Mais voilà, il faut trouver des petites astuces pour permettre aux enfants de le faire et que ce soit pas trop une contrainte, parce qu'on sait à quel point c'est difficile de motiver des enfants pour faire ce type d'exercice. Okay. Voilà, Merci. en gros. Avant même des exercices et des traitements, je vais me tourner vers Laurence cette fois. Quelles sont les bonnes pratiques pour justement éviter ces troubles dentaires et autres, comme on a parlé juste avant? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la maison avant qu'on puisse se trouver face à ces problèmes? Avant, mais donc dès le plus jeune âge, encore une fois, chez le bébé, chez le nourrisson, la prévention, c'est les bonnes habitudes. Donc, si possible, on peut privilégier l'allaitement qui va un peu plus faire travailler les muscles. Ouais. Au niveau des biberons, choisir le bon biberon, ne pas être tenté d'acheter le plus joli des biberons dernier cri, qui est un accessoire de mode parfois. Mais vraiment réfléchir à la physiologie, donc avoir un col étroit, long. Pareil pour les tétines, avoir une tétine la plus petite possible. Ouais, limiter ne pas avoir un enfant qui a une tétine jour et nuit accrochée au pyjama, ou pire encore avec le doudou qui pend et l'avoir tout le temps en bouche. L'arrêter dès que possible, favoriser la mastication, tout ça, c'est toutes des choses à mettre, c'est de la prévention, donc plus on évite les mauvaises habitudes, plus on a les bonnes habitudes d'avoir un nez bien dégagé, etc. Et c'est comme ça qu'on évite les soucis. Ne pas hésiter à aller voir l'ORL et de consulter dès qu'on a le moindre doute. Ok. Une petite question, bon, je la pose à Camille, mais après, si l'un de vous veut se lancer également, est-ce que vous avez un cas précis, un cas particulier qui vous a marqué dans votre prise en charge, auquel vous avez mis les choses en place et ça a vraiment changé quelque chose rapidement pour avoir un truc un peu concret? Non, j'ai pas un cas concret. T'as pas un cas concret? Bah si, j'ai plein de cas concrets, mais c'est difficile de partager un patient comme ça. Mais je vais quand même prendre un cas un peu lambda. Donc, la première fonction qui va entraîner toutes les autres dans le bon sens ou dans un sens un peu moins favorable à la croissance, c'est quand même la ventilation. Et donc, c'est vrai que, un peu typiquement, le petit patient qui arrive en logopédie pour des troubles articulatoires, chez qui, dans l'anamnèse, on se rend compte qu'il ventile par la bouche de jour comme de nuit. Et je pense à ce petit patient qui ne mange que du mou, qui ne mange pas les croûtes des tartines, qui ne mange pas des bâtonnets de carottes, de la pomme, qui va préférer les pommes potes. Les pommes potes, en plus, c'est de la succion, ces gourdes-là, un peu comme le biberon. Faut faire attention.
Et donc qui demande des sandwichs dans sa boîte à tartines à midi, etc. Qui va pas rôder cette mastication, qui manque un peu de tonus du coup, parce que cette mastication n'est pas assez entraînée et réalisée avec des textures très molles, comme on en parlait, comme on disait tout à l'heure. Voilà, il y a un trouble articulatoire. Et en fait, ce trouble articulatoire, dans le cas de ce patient-là, parce que attention, c'est pas le cas de tous les patients avec des troubles articulatoires, c'est vraiment la pointe de l'iceberg de tout, quoi. Et donc, la priorité pour lui, c'est d'aller consulter l'ORL, de faire un point sur les éventuelles obstructions, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ventilent par la bouche en permanence. Et puis, une fois que ça s'est réglé, on a des patients chez qui la rééducation logopédique peut aller très, très vite parce que, on rééduque les fonctions les unes après les autres dans un ordre logique et elles s'entraînent toutes favorablement, du coup, les unes après les autres. Et c'est un patient qui... c'est déjà arrivé, son articulation, finalement, elle se corrige d'elle-même en corrigeant les fonctions qui viennent en dessous, dans un ordre hiérarchique, quoi. Okay. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as répondu à la question, on peut le dire. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Vas-y, je t'en prie. Récemment. Moi, j'ai un ado là, à qui je pense, que j'ai vu il y a quelques mois, qui est arrivé. Déjà, un ado, c'est pas très motivé à la base, mais là, il était écroulé de fatigue. Et il a dû arrêter arrêter l'école pendant un temps parce qu'il était tellement fatigué qu'il n'en pouvait plus. On a fait 4-5 séances et je l'ai vu revivre. Ah oui, ça a été assez extraordinaire. Il a compris ce qu'on faisait, il a été motivé parce qu'il voulait une porte de sortie, il n'en pouvait plus de cette fatigue. Et je pense à lui parce que c'est une histoire assez touchante parce que il m'a simplement dit, vous avez changé ma vie, quoi. Et ça m'a fait vraiment plaisir. En fait, on a juste fait quelques exercices, il a compris le problème, il était hyper motivé et voilà, en 4-5 séances... il retourne à l'école, il est motivé, il a retrouvé sa vie quotidienne, il peut faire du sport, voir ses potes. Et donc, c'est des cas comme ça qui nous motivent à continuer à faire ce qu'on fait, tout simplement. Chloé, tu voulais intervenir? Oui, je voulais dire que j'avais aussi un cas très chouette. C'était un enfant que j'avais vu il y a déjà 3-4 ans, qui avait 6-7 ans, que je voyais envoyé par la logopède ou par l'école pour faire un test auditif, pour faire de la logopédie en langage oral, parce qu'il y avait des difficultés scolaires. Et surtout, il redoublait sa première primaire. Et c'était un enfant, quand je le vois rentrer en consultation, hyper palo, fatigué. On voit que c'est pas l'enfant qui, en tout cas ce jour-là, alors il y a peut-être une autre raison, mais respirait le bonheur, comme souvent les enfants sont quand même assez enthousiastes vers cet âge-là. Et je l'examine. D'abord, déjà, il avait plein de liquide et tympans, donc en fait, il n'entendait pas bien, cet enfant. Donc, il redoublait sa première primaire, mais on ne s'était pas rendu compte qu'il n'entendait pas bien. Ça a quand même clairement un impact au niveau de la scolarité. Donc, c'est la raison pour laquelle il venait vers moi, ce qui est du coup... c'était une très bonne indication, mais en plus je me suis rendu compte qu'il avait des énormes amygdales. Quand j'ai un peu creusé l'anamnèse, cet enfant il était un peu effacé, fatigué à l'école, il dormait tout le temps, il avait des difficultés de comportement à l'école, etc. C'était vraiment difficile, quoi. Il allait doubler sa première primaire, mais voilà, c'était compliqué pour cet enfant-là. Donc, il fait sa rééducation logo, je l'opère, je lui mets des drains dans les oreilles, il entend beaucoup mieux, j'enlève ses amygdales, ses végétations. Il avait aussi une belle malocclusion, donc au niveau dentaire, ça n'allait pas, mais cet enfant fonctionnait, donc voilà, personne ne s'était rendu compte que ces soucis venaient peut-être d'un truc plus global. Et donc là, je le suis toujours, ça fait 3-4 ans maintenant, il a 10 ans, sa morphologie a changé, ne fût-ce que quelques mois après l'opération, il avait déjà repris des couleurs, on voyait qu'il était mieux dans ses baskets, mieux dans sa peau, il n'a plus jamais eu aucune difficulté au niveau scolaire, etc. Voilà, il a été pris en charge à ce moment-là par une logo parce qu'il gardait une ventilation exclusivement buccale. Il faisait partie de ces enfants qui, malgré qu'on les opère, la fonction ne se met pas en place. Mais là, il est suivi pour l'instant, il a son appareil dentaire en place, etc. Et il va très, très bien. Et voilà, et c'est vrai que je me dis... je ne sais pas comment ça aurait évolué s'il avait finalement pas, pour des raisons logopédiques purement administratives, s'il n'avait pas passé le cabinet, la porte du cabinet. Et voilà, et en fait, cet enfant allait très bien et les parents étaient loin d'avoir eu la puce à l'oreille. Et je ne peux pas du tout leur en vouloir parce que voilà, leur enfant était... Voilà. Super, merci. Donc, c'était un cas représentatif.
Merci pour ce partage, merci pour votre témoignage. On va faire un petit tour de table. On va commencer par toi, Laurent, si tu veux bien. Vous allez chacun me donner un conseil simple que vous avez envie de transmettre aux parents, concis, vraiment un truc qui pour vous a une importance capitale, si possible chacun dans votre domaine, en dentisterie. Qu'est-ce que tu aimerais bien dire par rapport évidemment à la myo qu'on a beaucoup abordé aujourd'hui? S'il y avait une chose que tu aimerais bien que les parents retiennent aujourd'hui. Au niveau dentaire, ne pas hésiter à consulter un orthodontiste en cas de... Enfin, c'est visible si on voit qu'il n'y a pas de place pour les dents définitives quand elles arrivent. Il faut faire de la place et on pense parfois à tort que les traitements orthodontiques, ça se fait à l'adolescence avec des plaquettes vers 11-12 ans. Mais voilà, les plaquettes, ça va plus jouer sur l'alignement esthétique essentiellement. Mais s'il y a un manque de place... Comment ça se voit, un manque de place? Des chevauchements Ah ou oui. une malocclusion. Donc, une occlusion, normalement, la mâchoire du haut recouvre la mâchoire du bas un peu comme un bocal et un couvercle. Si les recouvrements ne sont pas dans le bon sens, si l'occlusion n'est pas bonne, s'il y a des encombrements, des canines qui restent hautes et... Consulter direct. Oui, enfin, direct, il faut agir sur la structure osseuse avant l'adolescence, donc plutôt vers 6-7 ans. La fenêtre, généralement, pour agir à ce moment-là, c'est entre 6 et 9 ans. Alors, on dit avant 9 ans parce que c'est d'un point de vue mutuel. D'un point de vue remboursement, il y a un remboursement jusqu'à 9 ans. Et 6 ans, la plupart des orthodontistes interviennent à partir de 6 ans. Maintenant, si c'est vraiment sévère, catastrophique, que l'enfant, avant 6 ans, dort très mal, fait des apnées et vraiment en difficulté sévère, on peut même intervenir avant 6 ans. Okay. Donc voilà, c'est essentiel d'agir sur la structure et pas seulement sur l'esthétique. Okay. On peut toujours opérer plus tard, mais c'est dommage. Autant le faire encore quand c'est malléable chez l'enfant. Camille, au niveau de la logopédie, ce serait quoi toi, ton message aujourd'hui? Mastication. Donc, donnons à nos enfants des textures à mastiquer pour muscler tout ça, pour rôder tout ça. Je reviens avec mes pommes, mes carottes, les croûtes des tartines. Mangez vos croûtes, si votre enfant ne mange que du mou, en fait, il y a quand même des questions à se poser. D'accord. Et si je peux... C'était un conseil, normalement. Mince. Quelqu'un parle du mouchage quand même. Super. Allez, Quentin. Voilà. Ah oui, et habitude de succion. Quelqu'un qui en parle ou pas? Okay. Mastication et habitude de succion. Pouce, tétine, biberon, stop, idéalement avant 2 ans. D'accord. Quentin, un conseil axé kiné? Axé kiné, oui, axé kiné, un conseil global, mais observez vos enfants, juste observez-les. Moi, je demande à tous mes parents qui viennent au cabinet pour ce type de rééducation de filmer leurs enfants quand ils dorment. Ça donne déjà beaucoup d'indications. Un enfant qui dort bouche grande ouverte, comme ça, la tête en arrière. Pourquoi la tête en arrière? Parce que le fait d'être en hyperextension, il va ouvrir davantage ces voies aériennes supérieures qui sont obstruées par la langue, par les amygdales, etc. Mais observez votre enfant et un enfant qui ronfle, c'est pas normal. Voilà. Okay. Donc, c'est entendu. Un message important. D'accord. Et Chloé? Et moi, je vais parler du mouchage, c'est nécessaire. Donc, on a parlé des soins de nez là tantôt. Quentin a parlé du rhinohorn et d'autres choses, physiomère et autres, qui sont très bien pour faire des soins de nez. Mais le mouchage, pour moi, c'est encore plus que ça. C'est vraiment le fait de souffler par le nez. Donc, c'est volontaire. Ça demande un effort de la part de l'enfant. Souvent, je vois les enfants de 4-5 ans. Non, il ne sait pas se moucher, mais je lui nettoie le nez. Ce n'est pas la même chose. Enfin, se moucher, c'est quelque chose qu'on apprend, qui peut s'apprendre dès 18 mois. Donc, dès la crèche, en fait, il y a des ateliers de plus en plus à l'école pour apprendre le mouchage. Mais ces ateliers pourraient se faire en crèche. Dès 18 mois, un enfant peut apprendre à souffler. Simplement, moi, j'ai toujours à mes patients de faire le taureau. Le taureau fâché, de souffler par le nez. En apprenant à souffler par le nez, on lui apprend à dégager ses fosses nasales. Il se rend compte qu'il a un nez aussi, parce que les enfants, ils n'ont pas capté qu'ils avaient quelque chose là au milieu du visage. Et ils prennent plaisir à respirer par le nez, à sentir les odeurs durant l'alimentation, etc. Enfin, vraiment, donc, favoriser une ventilation nasale, observer que son enfant ventile essentiellement par le nez. Si pas, essayer de le stimuler. Si ça ne va pas, consulter pour voir est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a une cause, une allergie, autre chose, quelque chose qu'on peut mettre en place. Et vraiment stimuler l'apprentissage d'un mouchage précoce. D'accord. Aussi pour la santé des oreilles, accessoirement, c'est nécessaire. Voilà. Tu peux garder le micro parce que j'aurais voulu terminer sur une petite question. Après, les autres
pouvez intervenir également. Si les parents, après notre interview ici, se posent la question de se dire moi je pense qu'effectivement mon enfant est concerné par ces troubles, je reconnais ce faciès, ces problèmes qu'on a abordés, vers qui se tourner directement? Parce que tu parlais tout à l'heure de l'ORL était un peu aussi le décisionnaire un peu de la suite. Est-ce qu'on doit directement prendre un rendez-vous chez l'ORL ou est-ce que c'est mieux d'abord passer par le médecin traitant ou la logopède spécialisée? Oui, je pense qu'on peut quand même en parler avec son médecin traitant d'abord. Normalement, les enfants, en tout cas à cet âge-là, ils ont quand même encore un suivi, donc on peut tout à fait évoquer la question, mais pas hésiter si on n'a pas eu, si on n'est pas convaincu de la réponse ou l'intuition parentale, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même quelque chose qui est souvent bien utile. Donc il ne faut pas hésiter à quand même consulter, par exemple, un ORL. Parce que pour avoir un logo ou autre, ou un kiné, il faut quand même une prescription, donc il faut avoir vu un médecin. Donc c'est vrai que ne fût-ce que pratiquement, ça passe quand même souvent par ça, ou par son dentiste, Laurence. Tout à fait. Okay. On est en consultation libre, on va dire. On n'a pas besoin de venir chez nous avec déjà une demande précise. Le parent peut prendre l'initiative de venir s'il trouve que c'est justifié. Ouais. Ok. Si je peux juste... l'intuition parentale, oui, souvent l'intuition des mamans. Donc les papas, réveillez-vous les gars, parce qu'il faut aussi un petit peu regarder vos enfants. Et alors l'ORL, oui, en fait c'est tout simple. S'il y a obstruction anatomique, nous on ne sait rien faire. Il y a des amygdales, il y a des végétations. On peut faire tous les exercices qu'on veut, nous on ne sert plus à rien, quoi. Oui, mais ça, il faut déjà s'en rendre compte pour le parent. Non, bien sûr, mais je veux dire, c'est pour ça que l'ORL, en première intention, c'est quand même important. Mal, ouais. Ok, tu peux garder le micro. Je vais enchaîner sur la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'abord pour vous personnellement et puis pour votre groupe Mio-Namur? Quels sont les projets, vos envies et la suite de l'aventure Mio-Namur? C'est Chloé qui reprend le lead. Moi, de mon côté, ça me tiendrait vraiment à cœur de sensibiliser plus les médecins, pédiatres, ORL en particulier. Oui. Parce que malheureusement, je pense qu'il y a encore des enfants qui... En fait, nous, les patients qu'on voit, de par leur plainte, de par l'essence même de leur venue en ORL, c'est quand même des enfants qui sont à gros risque de dysfonctionner. Et il faut qu'on soit conscient de ça et qu'on puisse les orienter au bon moment pour leur prise en charge. Donc moi, ça, c'est mon dada, ce serait vraiment au niveau médical de taper sur le clou. Okay. Et peut-être aussi au niveau prévention plus globale, mais pour moi, c'est vraiment les professionnels de la santé que j'ai envie de sensibiliser. Si vous avez l'occasion de partager ce podcast sur les pages et les groupes de professionnels de santé namurois et autres, bien sûr, dans toute la Belgique, n'hésitez pas. En tout cas, ce sera la demande de Chloé aujourd'hui. Et moi, si je pouvais aller encore plus loin, c'est peut-être un peu un rêve, mais je sais qu'ils le font à Bordeaux, là où je travaillais auparavant, c'est d'en parler dans les écoles. Parce qu'en fait, même avant le médecin traitant, l'institutrice, c'est la première à voir les enfants. Ah oui. Donc de voir un enfant qui est toujours blafard, fatigué, etc., si l'institutrice a juste l'info, en fait, elle peut déjà, entre guillemets, en parler aux parents. Mais bon, ça, c'est aller encore plus loin, c'est un autre travail. Je ne sais pas si on a tous beaucoup de boulot, mais si on pouvait un jour arriver à ce que, même dans les écoles, on soit au courant, ce serait génial. Et donc, partagez aussi dans les groupes d'institutrices. Et pour les parents. Et pour les parents. Est-ce que vous l'avez vu, Camille? Moi, ce qui me tient à cœur, comme d'autres de mes collègues, c'est la prévention. Et du coup, j'ai juste envie de rappeler vraiment la fourchette d'âge hyper précieuse pour le myofonctionnel, c'est le 2 ans à 6 ans. Et donc, oui, pareil, si j'avais un rêve dans un monde parfait, il y aurait moins d'orthodontie et on accompagnerait beaucoup plus ces fonctions pour accompagner la croissance maxillofaciale de nos enfants. Et ce serait moins dans les mœurs de toute façon porter un appareil dentaire et de toute façon passer par des interventions qui sont parfois lourdes parce qu'on aurait agi avant. Voilà. Merci beaucoup pour... je te débarrasse. Je sens l'angoisse du micro. Reprends-le. Merci beaucoup à tous, en tout cas, d'avoir participé au petit podcast. Merci d'avoir joué le jeu. C'est la première fois que j'animais avec autant de monde, donc je suis très content du résultat. Merci à vous également d'avoir suivi encore une fois ce petit podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous parce que c'est comme ça qu'on fait vivre et agrandir le podcast. Vous pouvez retrouver la version complète sur la version complète sur YouTube et Spotify. Évidemment, il y a toujours les shorts et les réels sur Instagram, TikTok et Facebook. Merci encore pour votre déplacement, merci pour vos expertises et vos conseils précieux et on vous souhaite vraiment tout le bonheur possible avec le groupe Mio-Namur.